Donc, je vais prendre la suite de Philippe avec Philippe aussi. Juste pour vous dire qu'il y a quand même, bien que ça puisse paraître au premier abord un peu différent, mais l'intelligence économique, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement, lorsqu'on l'a fait correctement du moins, qui est extrêmement lié à la pratique d'éthique, avec notamment les mêmes caractéristiques dans certains domaines, qui peut évoluer en fonction de votre actions, notamment de veille, de recherche d'informations, qui peut évoluer avec les mœurs locales ou les habitudes, les cultures locales. Par exemple, je donne un exemple, en Iran, pour y avoir été, la collecte d'informations, il vaut mieux être assez discret et pas trop être insistant parce qu'on peut être taxé d'espionnage très très rapidement. Alors que ce n'en est pas, alors qu'on peut le faire de façon ce qui nous semblerait correcte par rapport à la France, tout à fait de façon éthique et légale. Donc là aussi, il y a quand même beaucoup par rapport à l'éthique. C'est une démarche éthique, mais en plus, elle a des parallèles en termes de géométrie variable en fonction des pays. Donc l'idée, alors je ne sais pas si pendant vos études vous avez fait de l'intelligence économique. L'intelligence économique, ça peut être une formation qui va durer 1 an, voire 2 à l'école de guerre économique ou autre, ou 1 an. Donc on va essayer là, non pas de vous faire un cours magistral dessus, mais plutôt vous donner des idées rapides, un peu du vécu, des grandes lignes, hein, en 1 heure. Donc on va essayer de résumer 1 an en 1 heure, c'est un peu compliqué. On avait prévu un petit jeu de rôle pour vous de bien appréhender les techniques de veille et de sécurité, hein, parce que quand vous captez de l'information, vous, de façon légale, vos concurrents peuvent la capter de façon illégale, donc à vous de protéger. Donc on avait prévu ce petit jeu de rôle. Bon, les conditions météo font qu'on ne pourra pas le faire, donc on le fera de façon un peu plus magistrale. Et voilà, on essaiera de... Mais n'hésitez pas, comme vous l'avez fait avec Philippe, de poser vos questions. Loïc est le modérateur et il revient vers nous. Tu peux passer la suivante, s'il te plaît. Alors, est-ce que l'intelligence économique, en 2 mots, on est plein écran là, ouais. Bon, l'intelligence économique, une définition. Non, mais c'est bon comme ça, c'est bon, je te le dirai au cas où. L'intelligence économique, ça vient de l'anglais, hein, qui ont inventé cette notion, cette démarche qui s'appelait competitive intelligence à la base. Et nous, si on prend une norme, une définition qui est un peu légale, mais qui reprend des éléments importants, l'intelligence économique, elle consiste à collecter, analyser, valoriser, diffuser et protéger de l'information stratégique afin de renforcer la compétitivité d'une structure, que ce soit un État, une entreprise ou un établissement de recherche. Ce qui est important et ce que l'on voit bien dans ce qui ressort dans cette définition, c'est que ce qui est important, c'est l'information. Je l'ai mis au majuscule. L'information et l'information stratégique. Et je vous le dirai plus tard, dans la veille, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout récolter comme information. On va simplement sélectionner ce qui est important et ce qui a de la valeur ajoutée pour nous, donc l'information stratégique. Alors, ce qui est aussi, on le voit, donc l'information, c'est importante, elle est aussi, c'est un peu aussi quelque chose de paradoxal. On vit dans un monde où on a besoin de s'informer, mais on est en même temps, on se heurte à une surinformation. Donc ça nous inonde, il y a de l'information qui est bonne, qui est mauvaise, donc ça on verra l'importance de la traiter. Ça c'est l'information, on va dire, qui vient vers nous en rentrante, mais l'information sortante, on a besoin aussi de communiquer, donc faire une information qui sort et d'échanger vers l'extérieur. Et là aussi, on va avoir besoin de se heurter à un problème de protection de l'information. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je protège? En un mot, il faut que je rentre de l'information qui est vraiment à valeur ajoutée et lorsque je m'exprime, que j'évite et que je protège, que je ne divulgue pas cette information à haute valeur ajoutée. Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais qui se fait avec, et ce sera un peu le but de cette intervention, avec de la logique, du pragmatisme, voilà, et de façon très... avec ça, on arrivera à s'en sortir. Alors, comme je vous disais en préambule, l'intelligence économique, c'est avant tout une démarche déontologique. Elle va donc respecter la loi, les contrats et la propriété intellectuelle. Elle va aussi respecter l'éthique. On l'a vu, l'éthique, quelquefois, peut être un peu, n'est pas une norme, quelque chose de normé.
Donc, lorsque vous ne suivez pas cette démarche éthique et déontologique, ben là, vous pouvez être dans le juridique, ça s'appelle de l'espionnage. Et là, vous pouvez donc risquer des suites importantes d'un point de vue juridique. Tu peux me passer le suivant, s'il te plaît? Je crois que tu peux dire, Renaud, que quoi qu'il arrive, qu'il ne soit pas accusé d'espionnage. Ouais. Parce que là, ça, c'est vraiment grave. Exactement. Mais par contre, ça dépend des pays. Ça peut commencer très tôt, l'espionnage, ou très loin pour d'autres. Oui, donc bon, je vous l'ai dit, le pourquoi de cette démarche d'intelligence économique, c'est on est dans un monde maintenant où notre concurrence, nos clients, nos compétiteurs ne sont pas à 200 km de chez nous, mais on a une mondialisation des échanges. Et ça, c'est nos échanges en commerce, et vous en êtes des preuves vivantes, avec tous les pays du monde, tous les continents. Aussi bien on vend que l'on achète. La concurrence devient de plus en plus forte dans des domaines particuliers, avec justement ces concurrents qui sont un peu étalés, alors, plus ou moins selon évidemment les secteurs dans le monde entier. L'information est très accessible, elle est suraccessible, surabondante, mais elle peut aller très vite. Une mauvaise information, une atteinte à votre image peut aller aussi très très vite. Ce qui veut dire qu'on est soumis à des risques qui sont de plus en plus nombreux et variés. Ça, c'est pour la deuxième partie qui justifie une démarche d'intelligence économique. Il y en a d'autres, bien sûr. C'est qu'on est dans un monde évolutif, on l'a vu, mais surtout d'évolution permanente des normes et des réglementations. Donc, à vous aussi à bien suivre cette réglementation pour que vos produits ou services ne soient pas bloqués soit en douane, soit refusés. Donc, voilà un peu et on va voir là cette démarche d'intelligence économique, comment elle fonctionne. Tu peux passer le suivant, s'il te plaît? Alors, l'intelligence économique, en réalité, a 3 piliers. Aujourd'hui, on n'en traitera que 2, faute de temps. Troisième, je vais vous en dire un mot, mais ça va être les 3 piliers principaux sont la veille. Donc, on va rechercher et on va collecter de l'information. Le but, c'est quoi? Je surveille mon environnement et surtout, j'anticipe. Ça, on a dû vous le répéter dans une société où il faut anticiper et non pas être un suiveur au niveau industriel. On peut être suiveur, mais dans ce cas-là, il y a d'autres politiques de stratégie de l'entreprise. Deuxièmement, c'est la sécurité économique. Alors, c'est une mauvaise traduction française. On appelle ça la sécurité économique. En réalité, on devrait dire sûreté économique, puisque ça vient de l'anglais security, et la sécurité en anglais, c'est traduit par sûreté. La sécurité au sens français, c'est safety. Bon, on va garder le vocabulaire français. Sécurité économique, donc on protège notre information. Et enfin, le troisième sujet dont on ne s'étendra pas beaucoup dessus, même pas du tout, c'est l'influence. C'est utiliser l'information pour promouvoir vos intérêts. C'est-à-dire, c'est du lobbying, c'est une démarche de communication, de communication positive. J'aurai un slide, je passerai très rapidement dessus. Donc, si vous voulez, l'intelligence économique, c'est l'ensemble de ces pratiques et techniques légales. Alors, vraiment, j'insiste, qui sont combinées avec basées sur ces 3 piliers. On peut aller le suivant. Alors, la veille, c'est le premier pilier, c'est donc, je veux acquérir de l'information. Le but de la veille, c'est quoi? La veille, je veux, pour mon entreprise, mes impératifs, il faut que mon entreprise doit être compétitive et surtout, je dois le rester. Donc, pour ça, il va falloir que je sois informé en permanence des évolutions du marché et autres, ou des grandes tendances. L'entreprise doit être réactive, même proactive, c'est encore mieux, par rapport aux éléments et aux opportunités externes. Et il y a comme corollaire, être capable d'anticiper les risques. On peut donc dire que la veille, c'est la capacité d'écoute et d'observation de son environnement pour capter de façon légale, j'y reviens, les signaux faibles qui sont annonciateurs de changement, de rupture, de menaces ou d'opportunités. Ce qui est important, c'est vraiment essayer de capter les signaux faibles annonciateurs. Ce n'est pas ce qui existe obligatoire dans tous les journaux télévisés et les journaux papier, ça on le sait. C'est vraiment les signaux faibles qui vont donner cet avantage. Et enfin, une fois qu'on a toutes ces informations, il faut savoir les trier et les exploiter. Ce n'est pas que engranger d'informations pour la beauté du geste, c'est surtout savoir les trier
et les exploiter. Voilà donc en quelques mots les... Alors, la veille, tu peux passer à la suivante. Les différents types de veille, ça doit être celle du dessus. Là, la 20, non, au-dessus, encore. Voilà. Là, c'est bon. Je ne l'ai pas dessus. Alors, la veille, elle est... alors, normalement, c'est là où on commence à vous faire travailler. La veille, elle est extrêmement variée. Ce n'est pas uniquement la veille traditionnelle que l'on peut entendre, c'est-à-dire je surveille le marché, les produits de la compétition, de mon concurrent et autres. Non, la veille, c'est quelque chose qui est très varié. Vous allez veiller différents types de veille. La première veille, bon, c'est quelque chose de très macro, hein, macroéconomique, c'est ce qu'on va appeler la veille d'environnement stratégique. On va identifier les évolutions de la société au niveau d'une activité. C'est les évolutions qui se opèrent dans la société et qui peuvent avoir impacté l'activité économique des entreprises. On le sait tout à l'heure, un exemple, ça peut être justement, mais c'est surtout souvent sur du long terme, l'évolution de la société va aller vers des véhicules décarbonés. Donc vous êtes fabricant, par exemple, on parlait des batteries, ce qu'on appelle traditionnelles. Si vous restez dans ce domaine, vous risquez de voir vos ventes tomber. À vous de faire, par exemple, d'anticiper la chose et d'évoluer vers un système de batterie pour véhicules électriques qui n'ont rien à voir avec les systèmes de batterie actuels. Bien que les véhicules électriques aient encore besoin des batteries actuelles pour démarrer. Une Tesla, pour la petite histoire, a des batteries traditionnelles. Donc voilà, donc c'est la veille environnement stratégique. Je vois les grandes évolutions de la société et j'essaye de les anticiper et de me mettre en marche, mais c'est souvent du long terme, moyen ou long terme. La veille réglementaire, très importante, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment tout ce qui consiste à surveiller la législation et ses évolutions. Hein, c'est législation en termes de normes, de sécurité par exemple, ça peut être législation en termes douanières, en termes de marquage ou autre. Donc très très important, ça il faut le suivre. La veille marché, vous connaissez bien, hein, c'est ce que principalement du marketing, je vois l'évolution de mon marché. Alors, on vous a appris les 4 forces de Porter, par exemple, ou autre. Donc, ce genre de jeu, je regarde les produits, les concurrents, les nouveaux entrants. Enfin, ça, vous savez très bien faire. La veille technologique, très importante, notamment lorsque c'est dans un domaine technologique, technique, où là, il va falloir voir un peu quels sont les transferts de technologie, les nouveaux dépôts de brevets. Là aussi, dépôts de brevets vont donner des idées par rapport à la concurrence ou sur un marché donné de l'évolution de ce marché. Donc, à vous de faire cette veille technologique. La veille d'image sert à la fois à mesurer l'impact d'une campagne de communication, par exemple, la satisfaction client, la notoriété d'une marque ou de votre produit. Mais ce qui est très important aussi, elle sert aussi à voir quelle est votre e-réputation. Donc ça, c'est extrêmement important. Votre e-réputation, comment vous êtes revenu sur le marché, est-ce qu'un concurrent ne va pas envoyer des informations négatives sur vous qui peuvent vraiment vous casser votre image. Donc ça, c'est vraiment à surveiller de très près. Enfin, et c'est là où on l'oublie, il y a aussi ce qu'on appelle la veille comptable et financière. Alors, la veille comptable et financière, il n'y a rien de plus intéressant que de regarder, alors, c'est pas toujours, vous allez me dire, très vrai, mais au moins de regarder les rapports d'activité de vos concurrents en fin d'année, en fonction des investissements et autres. Déjà, ça vous donne une idée sur sa santé financière. Ça peut vous donner une idée sur son investissement, son dynamisme en recherche ou autre. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à faire. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs types de veille, on l'a vu. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs types de personnes qui peuvent être concernées. Ce n'est pas vous tout seul qui allez veiller sur tous ces domaines. Ça, c'est pas possible. Et ça m'amène à dire que dans une entreprise, une veille, c'est un projet transverse. La veille est collaborative. Tous les secteurs ou les divisions fonctionnelles de l'entreprise sont concernés. Par exemple, on l'a vu, veille financière, ça peut être votre DAF qui va analyser les rapports d'activité. Veille technologique, ça peut être, et ça va être votre R&D, vos bureaux d'études. Veille marché, bien sûr, vos commerciaux, votre marketing. Veille juridique, votre juriste ou votre DAF.
enfin tout le monde dans la chaîne, par exemple, un acheteur, votre acheteur, il a un rôle très important en termes de collecte d'informations, puisque lui il va être en contact avec des fournisseurs, ces fournisseurs étant en contact avec des concurrents à vous. Et Philippe, tu as un très bon exemple, tu pourras peut-être venir sur l'exemple que tu m'avais cité une fois sur Volkswagen. Quelquefois, des commerciaux, pour vraiment tenter de vous vendre, vont essayer de prendre des références et vont vous donner par la même indication sur ce que fait votre concurrent. Donc, tu peux juste peut-être intervenir, Philippe, dessus, c'est le cas de Volkswagen, je crois, non, une fois. Tu n'avais pas un acheteur, un vendeur chez un des acheteurs qui voulait… Ça, moi, effectivement, dans le métier dans lequel j'étais, la plus grande source d'information, c'est par les fournisseurs. Parce que, quelque part, les fournisseurs, ils viennent, quand ils ont une nouvelle technologie qui arrive, leur intérêt, c'est d'arriver à vendre cette technologie à un maximum de fabricants. Et elle est toujours mise sur le marché par un premier, parce qu'il faut bien la développer, et il y a toujours un premier. Mais dès qu'ils sentent que c'est bon, que ça va partir, ils font la tournée des autres, ils commencent à vous pousser pour savoir, pour que vous preniez ça. Et effectivement, le cas que tu cites, c'était une technologie où finalement, moi, j'étais pas très convaincu. Évidemment, quand on commence à résister, ben, il cherche des arguments. Et puis le gars finit par me dire, mais attendez, non seulement ça marche, mais on est en série dans 2 ans. Et on est en série dans 2 ans, pas en Allemagne. Je dis, mais oui, mais bon, sur une voiture de haut de gamme. Non, c'est et de fil en aiguille, en fait, j'avais compris que cette technologie allait être sur la prochaine Golf qui sortait dans 2 ans. Et ça c'est un jeu auquel, évidemment, tout le monde joue. Et on apprend énormément de choses comme ça. Donc, merci Philippe. Donc, c'est pour ça que, vraiment, une fois encore, dans ce qu'il faut, lorsque vous allez mettre dans votre entreprise un système de veille, qu'elle soit, et je répète, collaborative, tout, ou plus ou moins les services sont concernés. Après, c'est pas tout le monde fait de la veille n'importe comment, il renvoie l'information n'importe comment. Elle est collaborative. Il faut mettre en place comme une organisation d'une gestion de projet pour qu'elle soit effective et efficiente. Donc, vous définissez une feuille de route avec un objectif commun, voilà, vers là où on veut aller, un périmètre d'action. Pour aller là, j'ai besoin de tel type d'informations. Quels sont les acteurs qui vont être impliqués? Par exemple, l'acheteur, ce que je citais tout à l'heure, le DAF, la R&D. Définir, on va le voir après, les règles de recherche d'informations. Comment on va faire, sur quel type je vais en reparler juste après. On remet le suivant, c'est le suivant peut-être. Ah, où il y a la flèche qui monte là, voilà celui-là. Donc voilà, comme je vous disais, une fois qu'on a défini les acteurs, cette veille collaborative, ce projet de veille, on a donc défini les acteurs, on a défini tout ce que notre objectif. On va vraiment fonctionner d'une façon très hiérarchisée et cyclique. C'est vraiment un phénomène itératif qui s'améliore de bout en bout. Et c'est quand même quelque chose, lorsqu'on s'aperçoit, lorsque l'on met en place un plan de veille qui est à la fois aussi extrêmement constructif pour l'entreprise. Lorsque vous allez exprimer vos besoins dont je parlais tout à l'heure et objectifs d'élaboration de veille, ça se fait par rapport à une stratégie d'entreprise. C'est pas je vais veiller la batterie d'un tel parce que voilà. C'est vraiment par rapport à votre stratégie d'entreprise. Donc, une fois que la stratégie est bien déterminée, on va dire, voilà, cette stratégie, je vais aller à tel endroit. Pour aller à tel endroit, je vais avoir besoin de tel type d'information. Donc, j'ai identifié, je vous en ai parlé tout à l'heure, les acteurs. Maintenant, je vais identifier les sources. Quelles sont les sources? Les sources d'information, elles sont multiples, elles sont surabondantes. Donc, je les identifie, je les hiérarchise et je les qualifie. Et chaque fois, je fais un cercle redondant. Une information dans le domaine, on parlait tout à l'heure de batterie, ça va très vite et c'est un domaine que je connais bien aussi, qui date de 2014, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore extrêmement pertinente. Donc, quand on va les qualifier, c'est de quand elle date, de qui elle provient, surtout. Ça va permettre de les qualifier. Alors pour ça, vous avez des outils de veille qui sont gratuits ou payants, hein, Google Alert, NetVibe, InnoReader, SynDup, vous en avez plusieurs. Et il y en a qui ne sont pas très chers, d'ailleurs, pour 50 €, vous pouvez faire des choses pas mal du tout avec. Donc, vous avez utilisé des outils de veille gratuits ou payants. Vous avez utilisé beaucoup
Les réseaux. Les réseaux, alors que ce soit des anciens d'école, des clubs exportateurs, des CCEF, des syndicats professionnels, là, vous aurez une information, on va dire, plus particulière, puisque vous allez faire du face-to-face. Et c'est ce que je mets plus bas. L'information informelle, donc l'information que j'ai en discutant, par exemple, avec mes deux amis Philippe, ben, je discute, j'obtiens l'information, mon concurrent ne l'aura pas, donc j'aurai une information qui a une plus grande valeur ajoutée. Mais ça, cette information, je l'ai eue en discutant normalement avec eux, et non pas en les compromettant. Donc voilà, information informelle, on est à l'heure du numérique, il faut arrêter de croire que tout est dans l'ordinateur, tout est sur le net. Au contraire, et sachez que lorsque vous faites une recherche sur Internet, par des systèmes, par des outils particuliers, vos concurrents peuvent savoir ce que vous cherchez. Donc, si je sais quels sont vos centres d'intérêt, ce que vous cherchez, je peux avoir au moins une vague idée, peut-être pas très précise, mais une idée de là où vous voulez aller. Donc, il faut le faire, mais attention. Il faut encore privilégier les contacts humains. Une fois que j'ai cette information, ben, je dois la traiter, je l'analyse et je l'exploite. Hein, ça, c'est ce qui est hyper important. Et enfin, et là, ça peut paraître curieux, c'est ce que je vous ai mis, je diffuse l'information. Et oui, l'information, on a quand même besoin, l'information stratégique, alors on ne va pas tout diffuser, mais si par exemple, je suis sur un salon où je suis à l'étranger, je capte une information technologique, si je ne la diffuse pas en interne, elle ne sert à rien. Moi, je ne fais pas de la R&D, je n'ai plus du tout les compétences. Donc, cette information, il va falloir la diffuser. Mais pour la diffuser, il va falloir le faire rapidement pour que cette information ait encore de la valeur et surtout sélectivement. J'ai une information sur je sais pas trop quoi, sur la combustion des moteurs, je vais la donner à Philippe tout de suite, plutôt que sur ma R&D. Je ne vais pas la garder pour moi et essayer et faire des plans sur la comète dessus. Donc voilà, ça c'est le côté important de la veille. Est-ce que... Oui, vas-y. Est-ce que vous avez des questions particulières sur la veille? Alors, quelques petites précisions qui ne sont pas dans le... des petits écueils à éviter. Un, c'est pas parce que vous maîtrisez Google que vous savez faire de la veille. Je vais vous l'expliquer. Ça peut être... C'est transparent. Croire que l'information gratuite ne coûte rien. Non. Ah oui, elle ne coûte rien, mais seulement elle va coûter du temps homme. Et le temps homme, c'est assez précieux. C'est pour ça que quelquefois, il vaut mieux avoir des... Et je vous dis, les prix peuvent être assez modiques. Utilisez des services payants qui vont vous cibler l'information et vous allez gagner un temps fou. Donc un temps fou, c'est dire un temps homme, c'est du temps que vous aurez en moins. Pensez aussi qu'il faut éviter de penser qu'un outil performant, vous avez acheté un super outil de veille, ben ça permet de ne pas mobiliser ses collaborateurs. Un outil seul, il n'a aucune valeur. L'outil sert à remonter l'information et c'est l'homme autour qui va donner de la valeur à l'outil pur. Après, il faut éviter de croire qu'Internet, c'est la vérité, ça vous le savez tous. Hein. Agir au coup par coup, on l'a vu, là, je vous ai mis une flèche. Le système de veille, c'est un système itératif, c'est un système permanent. Vous êtes permanent en veille, permanent. C'est pas aujourd'hui, entre le 10 et le 12 octobre, que faire de la veille, j'arrête après. Vouloir savoir tout sur tout, ça aussi, vous n'arriverez pas. Vous allez vous noyer. Vraiment, sélectionnez ce qui a de la valeur pour vous. Le reste, vous laissez tomber. Ne pas allouer non plus, ce qui est un danger, souvent on le voit, c'est on n'alloue pas de moyens la veille. Donc là, on essaye de faire ça en bricolant avec Word, etc. Google, ça n'a aucune valeur et au contraire, ça peut vous donner de la valeur négative. Donc, il faut perdre du temps. Et puis, surtout, et ça on le voit énormément, surtout dans les PME, ne pas organiser le stockage et le traitement de l'information. Il y a des gens qui font de la veille, ah oui, ils captent de l'information, et après, ça reste dans un ordinateur, donc c'est la valeur ajoutée et proche de zéro. Donc voilà, je suis allé très rapidement sur la partie veille, mais une fois encore, ce n'était pas le format, on aurait voulu plutôt vous faire participer. Est-ce que vous avez des questions particulières dessus? Et Philippe, vous avez des choses que vous pouvez rajouter, parce que je vais peut-être aller très vite. Non, pas de mon côté. Je pense que ton slide est très bien fait. C'est qu'effectivement, il faut que ça circule, quoi, et c'est une roue permanente.
Je pense que c'est vraiment, il faut vraiment retenir ça. L'information, il y en a en fait partout. Et ce qui fait l'intérêt, c'est de la rendre pertinente et de la donner là où les gens sauront en faire quelque chose, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Oui. Si je peux juste rajouter un point, Renaud, d'expérience, et comme tu le mets à juste titre, c'est-à-dire que l'information qu'on a sur le terrain, en tête-à-tête, dans des rendez-vous, lorsqu'on va voir un fournisseur, lorsqu'on va voir un client, on voit passer du monde, on voit des classeurs, on voit des documents, on voit un petit peu comment dire, on prend un peu la température du marché. Ces informations-là, on ne les a pas sur le web ou à distance. Et c'est ça qui va faire à un moment donné la différence par rapport à d'autres concurrents qui, eux, ont le même niveau d'information en restant derrière leur ordinateur. Et donc, c'est tout l'intérêt, et ça, on y insiste régulièrement, une fois qu'on est en poste, en VIE, c'est la présence sur le terrain, la présence auprès des fournisseurs, la présence auprès des clients qui font la différence, in fine, par rapport à la concurrence. Tout à fait. Oui, c'est fou ce que l'on peut obtenir comme information simplement en discutant avec des gens. Et ceci, il n'y a même pas besoin de mettre une poudre de perlimpinpin dans leur boisson ou je ne sais pas quoi. En général, dans le milieu professionnel, les gens aiment bien parler de ce qu'ils font. Donc, si vous montez ne serait-ce qu'un peu d'intérêt dans ce qu'ils font eux personnellement, dans ce que fait leur entreprise, etc., c'est fou ce que vous pouvez obtenir comme information. Ça, c'est une première chose. Maintenant, il faut le regarder également à l'envers. C'est-à-dire que vous aussi, vous pourriez, si jamais vous y faites attention, donner un peu trop d'informations dans le feu de l'exaltation sur votre entreprise, sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle est en train de rechercher et quels sont les prochains domaines d'investigation de votre entreprise. Voilà, donc c'est vraiment, je pense, et c'est d'autant plus, il faut d'autant plus le rappeler maintenant où on a tendance à considérer que tout se fait par informatique, mais c'est fou ce qu'on peut avoir comme information, ne serait-ce qu'en discutant avec les gens. Tout à fait, ouais. Et on y reviendra juste après pour justement illustrer ce propos sur en effet la source humaine qui est source d'information avec différentes techniques. Alors, je vous propose de passer au suivant. Alors, en principe, là, le jeu, ce qu'on avait mis en place, on vous met à vous de jouer. Alors, je vais vous dire ce qu'on fait d'habitude, mais on ne le fera pas. Et on vous dit, vous êtes une société d'intelligence économique. Nous trois, on vous missionne pour avoir de l'information. Et là, faites-vous plaisir. Vous avez le droit à tout ce qui est interdit et pas interdit. Vous n'irez pas en tôle aujourd'hui, après à ne pas faire. Et une fois que c'est ça, on le liste, permis, pas permis. Et on travaille ensemble pour voir ce que l'on va mettre comme protection en face. Alors d'ailleurs, je suis souvent déçu que quand on fait cet exercice, on s'aperçoit que les gens, excusez-moi le terme, sont un peu bisounours et n'arrivent pas à croire à tout ce qu'on peut inventer d'illégal pour aller chercher de l'information. Donc on ne fera pas l'exercice cette fois-ci, Loïc, mais on le fera, j'espère, une autre fois, où TPIE, pour une fois, auront le droit de faire dans l'illégalité pendant une petite demi-heure. Bah, à la limite, la prochaine fois, on le fera avant l'éthique, histoire de ne pas se mettre de limite. Oui, voilà. C'est vrai que c'est pas mal non plus. Ouais. On a dit que l'éthique était à géométrie variable. Tout à fait. Bon, du coup, on va le faire de façon plus magistrale et vous nous en excuserez, moins vivante, mais bon, on va l'illustrer par des exemples qui sont des exemples réels, hein, vraiment qui sont des exemples. Alors, le nom ne sera, je ne dirai ni le nom ni la vraie localisation d'entreprise, mais c'est des exemples réels qui est résolu d'ailleurs par la DGSI. Donc, on va passer aux exemples réels. Alors, la sécurité économique. Donc, on a de l'information, on l'a gardée, on doit communiquer. Mais maintenant, cette information, pour qu'elle soit encore plus à grande valeur ajoutée, il faut que je la protège. Il ne faut pas qu'elle se promène partout. Donc, la sécurité économique, qui devrait s'appeler la sûreté économique, a pour but, c'est de garder sa compétitivité. Et une fois encore, alors sans être complètement, il ne faut pas être non plus paranoïaque, il n'existe pas de risque zéro, il ne faut pas être paranoïaque,
Il suffit de rigueur, de professionnalisme, et ça suffira. Enfin, ça suffira. Dans une grande partie, vous pourrez faire déjà de la sécurité et surtout du bon sens. C'est ce qu'on va essayer de vous faire passer comme message en vous donnant des exemples quelquefois qui sont un peu tordus mais bien réels. Il est illusoire de croire que vous allez protéger toutes vos informations stratégiques. C'est illusoire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sanctuariser certains types d'informations, les informations stratégiques. Et c'est là que vous allez les identifier. En face, vous allez identifier les risques et les menaces et mettre en face de ces risques et menaces par rapport aux informations, une fois plus encore stratégiques, mettre en place des protections juridiques. C'est la première des protections, et après Philippe va nous en parler justement en contrefaçon, mais il y a d'autres exemples, et surtout des protections de sûreté physique, sûreté de comportement. Ce qui ne sont pas les informations stratégiques, à la limite, vous pouvez les laisser passer. Vous n'arriverez pas à tout protéger. Ça, c'est vraiment le point de départ. Tu me passes le suivant, s'il te plaît. Oula. Donc, grosso modo, bon, il faut que je la mette à jour, celle-ci, mais elle est encore à peu près, les pourcentages n'ont pas varié, c'est à peu près les mêmes. Il faut savoir qu'une entreprise sur 3 en France a subi une fraude avérée. Hein. Ce sont souvent des fraudes qui sont, lorsqu'on entend la cybersécurité, qui sont endogènes, donc beaucoup viennent aussi de France, hein, du même pays. Donc voilà, je vous laisse ce petit fichier, vous pouvez le voir. Ce qui est important de dire, c'est que c'est souvent ce que l'on croit à tort, beaucoup, vous parlez des entreprises. Moi, je suis une trop petite entreprise, je n'intéresserai personne. Non, au contraire, la plupart sont des PME qui sont attaquées. Les grosses boîtes comme Airbus, Naval Group, ils ont des sécurités très très importantes. En revanche, on va les attaquer par quoi? Si je veux les attaquer, on va les attaquer par leurs sous-traitants. Leurs sous-traitants, souvent, dans Airbus, ce sont des chaînes, ou dans l'automobile, comme disait Philippe, des sous-traitants, sous-traitants. Donc, on va pouvoir les attaquer par ces biais. Donc, vous êtes une petite PME. Souvent, les PME ont des très, très grosses valeurs ajoutées, des savoir-faire uniques. Et là, on va les attaquer. Donc, toute entreprise, quelle que soit sa taille, gardez ça, est attaquable et sera attaquée, de toute façon, un jour ou l'autre. Donc, à vous de mettre des protections en face. On passe au suivant. Alors, les menaces, vous en avez de toutes formes, de tout cas. Je vous ai cité les plus comment dirais-je, les plus connues, les plus fréquentes, pardon, je cherchais le terme. Alors là, la première, elle est très fréquente, mais moins connue. Les attaques financières. Une des attaques financières les plus simples, lorsque je veux acquérir ou connaître le savoir-faire de mon concurrent, ben c'est de le racheter. C'est de le racheter et je peux le racheter si je ne suis pas scrupuleux et ça arrive très souvent. Je peux le faire sous la contrainte. Alors je vous donnerai un exemple. C'est une société en France, qui est plutôt dans l'ouest de la France d'ailleurs, qui avait développé une technologie extrêmement pointue dans le domaine du traitement des métaux, traitement de surface. Traitement des métaux. Elle avait tout fait bien. Elle avait des innovations, elle avait beaucoup d'innovations, tout était protégé par des brevets, elle avait une politique de sécurité auquel devaient adhérer ses collaborateurs, vraiment très très bien. Très très bien. Et c'est une PME. En face d'elle, elle avait un gros concurrent étranger, et un gros groupe puissant, alors qu'elle c'est une petite entreprise. Alors ce concurrent avait identifié le fournisseur stratégique et principal de l'entreprise, cette petite entreprise, et il a carrément racheté le fournisseur. Et une fois qu'il a racheté le fournisseur, il a dit, bon, ben c'est simple, si vous voulez continuer à ce qu'on vous fournisse le produit stratégique, il nous faut 51% d'entreprise au niveau des parts. Donc, bon, ça ne s'est pas fait parce que les pouvoirs publics français, les services, je vous dirais, qui contactaient de façon générale, hein, sont intervenus et ont pu arrêter ce type d'action. Donc, vous voyez, ça, c'est le plus simple. C'est quand même, on peut dire, vraiment, c'est un chantage à l'approvisionnement, puisque tu me donnes 51%, sinon je ne te livre pas, et dans ces cas-là, tu ne produis plus. Deuxième série, c'est ce qui est le plus fréquent, les intrusions consenties. Consenties, ça veut dire que c'est vous qui avez donné, la personne n'est pas rentrée par la fenêtre ou en fracturant une serrure, c'est vous l'avez autorisé à
vous l'avez autorisé à pénétrer chez vous ou autorisé à avoir un comportement intrusif, ne serait-ce qu'au téléphone, par exemple. L'exemple le plus connu, c'est quoi? C'est la visite de votre usine ou de votre entreprise par des délégations étrangères. Quand je dis étrangère, ce n'est pas étrangère au sens nationalité du terme, autre que votre entreprise, on va dire, des personnes étrangères à votre entreprise. Et là, on le voit très très souvent, des gens qui se baladent dans les entreprises, qui font des photos quelquefois, où il n'y a pas de dispositif mis en place pour, j'y reviendrai après justement, pour pouvoir bloquer ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque part, c'est déjà la plus, peut-être que je vais revenir dans la foulée, c'est quelque chose de très facile à contrecarrer, de façon très logique, pragmatique. Je mets un circuit de visite avec une interdiction de photographier, un circuit de visite et des gens qui accompagnent les visiteurs. Et aussi, pour l'avoir fait dans une boîte, la veille d'une visite, je fais attention que ne traînent pas des caisses ou des caisses de livraison d'un de vos fournisseurs ou un de vos clients. Donc, essayez d'être le plus neutre possible, qu'il n'y a rien de transparaisse. Et surtout, c'est une procédure de visite. Par-dessus le marché, lorsque quelqu'un rentre dans notre entreprise, c'est remplir un livre de présence. Alors ça peut être intéressant si vous êtes commercial et que vous rentrez dans une entreprise qui a un livre de présence. Si vous avez le temps, amusez-vous à regarder qui est venu. Quelquefois, vous voyez que votre concurrent est passé 2 jours avant vous. Ça, c'est le retour de la chose, mais ça ne vous interdit pas de regarder, d'avoir vos yeux qui traînent un peu partout. Ce n'est pas interdit. Ensuite, voilà, donc le type d'intrusion consentie, ça peut être aussi c'est une intrusion, des appropriations de travaux de recherche par un doctorant ou par un thésard, quelqu'un qui fait une thèse. Il y a un exemple, la personne, on appelle ça une intrusion, faisait une thèse dans un labo Midi-Pyrénées et il a vite fait de publier à son nom dans son pays, faire la publication sur les travaux en omettant l'entreprise qui l'hébergeait. Donc, il s'est un peu approprié tout ce qui est recherche. Atteinte au savoir-faire, donc là aussi, ça, c'est atteinte au savoir-faire, ça se rapproche un peu, c'est aussi de la livraison d'informations, par exemple, un thésard. Ça, on en connaît beaucoup dans certains pays, notamment c'est des spécialistes. Livraison d'un thésard d'informations à son pays. Il faut savoir quand même que alors, le pays en question, la Chine, a quand même 200 000 agents identifiés du MEI, qui sont les services de renseignement économique. Et on en a 200 000 identifiés qui traînent dans le monde. Et il y a une loi, c'est pas Student Act, mais qui est plus que les students, qui les oblige à divulguer, s'il y a une demande de l'État, les informations qu'ils ont pu avoir à l'étranger. C'est difficile de s'y souscrire par rapport aux pressions que peuvent subir leurs familles locales. Donc ça arrive très souvent. Donc attention, faire attention là-dessus, vraiment protéger l'information, protéger le type d'information que l'on peut avoir. Ce dont il peut. Donc là, ce qui convient, c'est vraiment de travailler en silo, de bloquer les accès, de contingenter ces accès à ce qui est nécessaire. Je vous donnerai un exemple là, c'était pas la Chine. C'est un doctorant, c'est un médecin, il faisait une thèse en plus, après avoir été médecin de recherche sur une application thérapeutique d'un médicament en France. Donc ils ont déposé avec l'entreprise un premier brevet sur les tests, je dis bien sur les tests, le protocole de test. Par contre, l'entreprise a traîné et lui tout seul a déposé un brevet sur les applications thérapeutiques. Donc les applications thérapeutiques sont à son nom maintenant. Ça fait que chaque fois qu'une gélule de ce médicament sort, c'est lui qui touche les royalties et pas l'entreprise. Enfin, il en touche, l'entreprise touche un peu parce qu'elle le vend, mais toutes les royalties lui reviennent. Donc, c'est ce qu'on appelle des atteintes au savoir-faire. Ça peut être aussi, donc on l'a vu, la livraison d'informations de puissances étrangères, je vous l'ai donné, soit par des chercheurs, soit par des collaborateurs mal intentionnés. Voilà, donc savoir-faire. Ensuite, vous avez tout ce qui est intrusion informatique et ce qu'on appelle la cybersécurité. Donc, alors là, vous les connaissez, on y reviendra un peu après. Ce qui est quand même important à savoir, ce que l'on dit beaucoup en cybersécurité, c'est que le problème is between keyboard and chair. Et devinez, c'est quoi qui est entre le keyboard et le chair? C'est l'humain.
La plupart des problèmes d'intrusion de cybersécurité, que ce soit des attaques de système informatique d'une TPE souhaitée par un virus, tout ce genre de choses, sont dues à un humain. Que ce soit par négligence, vous ouvrez un email avec des logiciels de phishing ou ce que l'on veut dedans, par négligence, paf, vous allez contaminer votre entreprise. Vous avez un smartphone et vous pilotez votre machine à café de votre smartphone, ou surtout, ce qu'on utilise beaucoup pour entrer dans les serveurs, c'est on rentre par les systèmes de caméras, parce qu'ils ne sont absolument pas protégés. Une caméra, c'est très facile à pirater. Comme elles sont reliées au serveur, par les caméras, on va dire tout ce qui est système annexe, on va re-rentrer dans un serveur. Donc tout ça, c'est vraiment beaucoup de... Il y a beaucoup de comportements humains. Il y a par exemple aussi, on vous met une clé, on vous donne une clé qui va vous mettre un virus. Alors soit le virus, il va vous détruire le disque dur, soit c'est un virus espion qui va permettre de rapatrier toutes les informations. À la base, c'est vous qui avez accepté la clé extérieure. Ce qui se font de plus en plus maintenant, et c'est arrivé plusieurs fois, en France, un Français, c'était Singapour, et il est accosté par un compatriote français, donc, qui lui dit, voilà, mon ordinateur, j'ai besoin de recharger mon ordinateur, est-ce que vous sauriez... Et par un système de recharge, l'autre lui prête c'était pour un smartphone, et il a réussi à lui renvoyer un virus espion dedans, et après capter tout ce qu'il y avait dans son smartphone, qui est un smartphone, et c'était une tablette d'ailleurs, tout ce qu'il y avait sur sa tablette. Donc vous voyez, ça peut aller très très loin, tout ce qui est informatique. Là, c'est, j'allais dire, on met en place par ce système, on a mis en place un espion quoi, dans la tablette de la personne. Donc, c'est quelque part, c'est extrêmement... La cybersécurité en tant que telle, c'est quelque chose d'extrêmement large, un sujet à part entière. Mais ce qu'il faut bien vous retenir, c'est déjà par un comportement sain, avec des systèmes de mots de passe. Lorsque vous partez à l'étranger, et il y a des VPN. Donc, VPN, pour ceux que ça passe, c'est Virtual Private Network. Donc, c'est quand même une sécurité. Essayez, si vous pouvez, de partir avec un ordinateur où il y a le minimum de choses dessus. Un ordinateur dédié à vos déplacements. Donc, il y a pas mal de choses que l'on peut faire pour éviter, alors je ne dis pas que vous allez supprimer les risques, mais au moins les réduire plus qu'il ne peut. Quand vous n'avez pas, mais si on vous le rabâche, quand vous ne connaissez pas celui qui a envoyé l'expéditeur d'un mail avec un fichier attaché, vous ne l'ouvrez pas, vous le faites passer. Voilà. Donc, il y a beaucoup de prudence à avoir, mais je vous dis, ça c'est quelque chose extrêmement diffusé. Après, il y avait des choses rigolotes dans l'informatique, notamment, là aussi, c'est éviter, par exemple, en informatique, c'est humain, mais bon, souvent, il y a du piratage informatique dans les salons, dans les salles d'embarquement de Roissy, par exemple, de tous les aéroports internationaux, où vous travaillez, il y a quelqu'un qui se met à côté de vous, qui fait semblant de travailler, ou qui se met dans le hub, et qui, sur son ordinateur, un logiciel qui permet en réalité, vous croyez vous connecter au VPN de l'aéroport, mais vous vous connectez à son VPN à lui. Donc, et c'est un faux VPN qu'il a mis, et donc lui peut capter toutes les informations qui passent. Donc là aussi, si vous n'avez pas de hub, pardon, son hub à son adresse IP, pas VPN, son adresse IP, là aussi, protégez-vous, soit vous évitez de travailler dans un hub, soit il y a des VPN ou des choses extrêmement sécurisées. Là, on peut très facilement, et c'est très fréquent, notamment Roissy est très connu très connu. Souvent, les services de sécurité arrêtent des gens qui font que ça, qui sont là-bas avec des faux adresses IP, des faux web informatiques et qui pompent toute l'information. Après, d'un côté plus rigolo, avait été arrêté c'est un peu moins technique, mais ça marche vachement bien, à Roissy, il y a 4 ans de ça, 3 ans. Un gars, finalement, sur les vidéos, il s'est aperçu qu'il était là tous les jours dans la salle d'attente. Il était là à manger des chips. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les chips Fruiglé. C'est une espèce de paquet cylindrique rouge. Et en réalité, il y a une petite caméra et un petit micro dedans. Donc, bon, ça, c'est pas hyper sophistiqué, mais ça marche très bien aussi, vous voyez, le paquet de chips. Donc, attention, là aussi, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, pour l'informatique, soyez très prudents lorsque vous voyagez, de ne pas déjà avoir vos ordinateurs allumés ou les avoir allumés avec au moins un filtre écran pour que votre voisin ne voit pas ce qui se passe. Ça, on a beaucoup d'informations là-dessus. Évitez aussi, si vous pouvez, de vous connecter n'importe où quand ce n'est pas sécurisé ou d'échanger.
Évitez aussi, donc j'anticipe un peu pour aller plus vite, pour laisser un peu de temps. Oula, on va aller vite. Ouais. Évitez aussi les business centers dans les hôtels qui sont souvent dans certains pays des passoires à information, des éponges à vous piquer l'information. Donc ça aussi, c'est un peu de logique. Ensuite, autre type de menace, les atteintes physiques sur site. Bon, ça veut dire, hein, je casse une fenêtre ou je force une porte et j'y vais. Hein. Bon, ça, il n'y a pas grand-chose. Atteinte à la réputation. Donc là, c'est très facile aussi comme attaque pour un concurrent puissant. Ben, je vais l'attaquer, je vais nuire à sa réputation. Donc, ce que je disais tout à l'heure, surveillez votre réputation. Exemple, j'en ai beaucoup. Et ce que disait tout à l'heure Philippe, je reviens là-dessus. Le risque lié aux personnes, c'est le risque qui est le plus important, qu'il soit par négligence ou de façon intentionnelle. Et lorsqu'on fait ce qu'on appelle l'human intelligence d'un point de vue militaire, de la recherche de sources d'informations, de sources humaines d'informations, on va utiliser souvent l'anagramme MIS. Ces 4 leviers sur lesquels on va user chez l'homme, c'est soit l'argent, monnaie, I, c'est idéologique, c'est soit politique ou religieux, donc par là aussi on peut capter de l'information. Je ne vous dis pas que c'est permis, ça, hein, loin de là. C'est aussi la coercition, mais surtout tout ce qui est compromission. C'est très facile, je vous donne l'argent, vous êtes compromis, ou d'autres choses qui sont vieilles comme le monde, mais qui marchent très bien. Philippe pourrait vous donner son exemple. Je crois que c'était à Moscou, hein, avec Philippe. Oui, mais la Russie, moi j'ai eu pas mal d'expérience en Russie, oui. Les hôtels à Moscou ou encore mieux à Togliatti. Ouais, et ça marche, alors ce genre de choses, le sexe pour pas le nommer, ça marche très très bien pour tout ce qui est compromission. C'est vieux comme le monde, mais c'est ce qui marche le plus. Il faut souvent vous douter, enfin bon, vous êtes jeune, mais nous à nos âges, quand vous avez de superbes créatures qui viennent vous voir, je pense pas qu'elles soient attirées par mon physique. Enfin, il faut se poser la question, pourquoi moi, pourquoi à cet endroit, et voilà. Hein, alors je sais que c'est très flatteur, surtout quand on devient plus vieux, mais bon, toujours pourquoi moi et pourquoi à ce moment. Et honnêtement, c'est une des façons les plus faciles d'obtenir de l'information, de la compromission. Et enfin, et là vous avez le droit d'utiliser, dernier levier humain, c'est l'ego. Rien de plus facile pour avoir d'informations que de faire fonctionner l'ego de quelqu'un. L'ego, mais ça c'est légal. Hein. L'ego, ça va être la personne qui aime bien se vanter, qui aime bien faire l'important, donc qui parle très fort dans un train, dans un salon d'aéroport pour montrer qu'elle a de l'importance. Ça va être aussi le chercheur par ego, plutôt par négligence, qui est un peu frustré, qui travaille pas souvent parle pas de son boulot, comme disait Philippe tout à l'heure. Ben, c'est souvent facile. Il suffit d'avoir des questions, s'intéresser à lui, de le challenger. Et souvent, on a de bonnes informations. Cette information, elle est légale. Vous n'avez pas fait de compromission, pas d'argent, rien du tout. Simplement, vous jouez vous faites ce qu'on appelle de l'intelligence sociale. Ça peut être l'ego, ça peut être aussi quelqu'un qui est frustré, qui est mal dans sa boîte, pour une raison X ou Y, et qui a une volonté de nuire, qui veut quitter sa boîte, qui a été, par exemple, n'a pas eu l'avancement nécessaire, et ça arrive souvent, et là, on peut capter beaucoup d'informations. Ça peut être aussi le faux interview, hein, donc le faux entretien d'embauche, ça, c'est quelque chose de très connu. Mais quand on a un peu de logique, est-ce que je disais tout à l'heure, un peu de logique, si vous croyez que moi je vais vous engager, alors que vous me donnez je vous questionne sur ce que vous faites à l'heure actuelle, quelque chose de plus ou moins secret, vous me donnez toute l'information, est-ce que vous croyez qu'à la fin je vais vous engager? Je ne vais pas penser en me disant, mais dans 2 ans il peut faire pareil si quelqu'un nous propose 10 000 € de plus ou 20 000 par an. Donc ce genre de choses, c'est voilà, les risques liés aux personnes, c'est un des risques les plus importants. On va mettre le suivant peut-être, parce qu'il faut aller vite. Excusez-moi, on accélère un peu vite. Voilà, donc voilà, les mesures à mettre en place, c'est de la logique pragmatique. Sensibiliser les collaborateurs de l'entreprise vraiment au risque, sans être paranoïaque. Sécuriser vos systèmes d'information, on l'a vu tout à l'heure. Sécuriser vos locaux. Et surtout, mettre en place des bonnes pratiques, protéger votre image, ouais. Mettre en place des bonnes pratiques à l'extérieur de l'entreprise lorsque vous voyagez, politique de voyage, ce que vous devez faire, pas faire, faites attention, voilà. Moi, à titre personnel, dans un avion, je bosse pas. Si j'ai pas préparé mes meetings avant, c'est pas dans l'avion que je vais le faire. Je prends un bouquin, je le lis. Au moins, je réduis tous les risques. Parce que de façon même efficacité, préparer un meeting au dernier moment dans l'avion, je suis pas sûr que c'est une grande efficacité, même si vous êtes tout seul dans l'avion. Donc voilà, ce genre de choses, c'est vraiment de la démarche pragmatique et de bon sens, et de là, vous éviterez énormément de problèmes. Ouais, le suivant, on va le virer.
Ouais, je passe. Celui-là, voilà, ce qui est important pour aller là-dessus, sur ce site, vous avez un tas de fiches qui sont très très bien faites et qui vous permettent de revoir un peu toutes les choses. Et c'est ce que je vous conseille d'aller voir. Une fois encore, on va très très vite. Là, je suis désolé, j'ai l'impression de vous envoyer ça, de vous gaver un peu comme des oies. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose qui est en principe très interactif où on peut prendre du moment. Voilà, pourra, Renaud, avoir la présentation. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais dessus un peu plus. De façon jeu, ça, c'est un support, mais on le fait de façon jeu de rôle. Et là, c'est vrai que tout de suite, ah ouais, tac, ça peut être vachement sympa. Bon, quand il n'y aura plus de tempête, on le refera. Ouais, celui-là, voilà. Ouais, là où il y a le dessin, ouais. Grosso modo, voilà, l'intelligence économique, en résumé, c'est j'ai pas de petites oreilles, de petits yeux et une grande bouche. C'est-à-dire, je parle pas, mais surtout, je parle très peu. J'écoute énormément et je regarde énormément. Voilà, j'allais dire, l'intelligence économique, pour moi, je la résumerai là-dedans. Là, vous avez la veille, vous avez la sécurité. Est-ce que mes deux collègues voudraient ajouter quelque chose à cette partie? Non, c'est très bien. Et après, on peut parler des tas d'exemples. Parce que ça, oui, les exemples, on en a mais des vrais. Ça réveille toujours plein d'anecdotes. En particulier quand on voyage. Je pense que c'est important pour les VIE de bien réfléchir à ça. C'est sûr que quand on est en dehors de son entreprise et qu'on est à l'étranger en particulier, on est quand même plutôt une cible. Très vulnérable. Lorsqu'on est seul, surtout, après, c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un qui vient discuter avec vous autour d'une bière. Et vous posez-vous la question toujours pourquoi moi, pourquoi à ce moment. Après, ça peut être très sympathique, ça peut être dénué de toute mauvaise, mais posez-vous la question avant quand même. Voilà. Oui, c'est sûr qu'effectivement, seul, isolé dans un pays, je pense qu'il faut se considérer comme étant en voyage en permanence. Et en plus de ça, des fois, on peut douter des moyens de communication qu'on a entre nous, isolés dans le pays, et l'entreprise, qui est parfois à plusieurs milliers de kilomètres, où effectivement, toutes les possibilités qu'il y a de s'introduire là-dedans sont à prendre en compte. Exactement. Quelquefois, il vaut mieux retarder ses réponses à des mails de 48 heures que de risquer d'ouvrir une faille dans mon serveur. Philippe, je te passe la main. D'accord, donc a priori, il n'y a pas trop de questions te concernant qui arrivent maintenant. Je vois pas. Donc attends, je regarde l'heure. Oui, d'accord. Donc là, je pense qu'une de mes grandes qualités, ça va être d'être bref et synthétique. C'est pour ça que j'ai accéléré à la fin. Je suis désolé. Avec toi, bref et synthétique. Donc là, si vous voulez, je pense qu'on va aborder un point particulier de ce que Renaud et Philippe Klein ont élaboré un petit peu avant, qui consiste à regarder comment on peut, au niveau d'une entreprise, protéger ses savoir-faire. Il est bien évident que si votre entreprise arrive à survivre dans ce monde hyper compétitif, c'est qu'elle sait faire quelque chose que ses concurrents ne font pas ou font moins bien ou moins efficacement, et qu'elle a donc un certain savoir-faire qu'il vous faut protéger le plus possible si vous voulez continuer à faire du business et à prospérer à l'avenir. Et c'est ce que l'on va voir de façon très très succincte et très brièvement. Merci. Grosso modo, si vous voulez, au niveau d'une entreprise, vous avez deux grands moyens qui sont d'ailleurs complètement opposés l'un à l'autre pour protéger vos informations et surtout protéger tout ce qui fait la plus-value de votre entreprise, que ce soit une façon de faire quelque chose, un système commercial qui est plus performant qu'un autre, ou une invention que vous avez mise au point et qui est plus performante que celle de vos compétiteurs. Grosso modo, les deux types que vous avez à votre disposition pour protéger vos informations, c'est soit ce qu'on appelle le secret, soit la propriété intellectuelle, sachant qu'on va le voir assez rapidement, la propriété intellectuelle, c'est quasiment l'opposé du secret.
qu'est-ce que c'est que le secret? Vas-y. C'est de dire justement que tel savoir-faire que j'ai, tel tour de main, telle connaissance, je fais en sorte qu'elle reste secrète pour que mes concurrents ne puissent pas y avoir accès. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut s'interroger sur le fait que est-ce que ça va durer longtemps, hein, parce que quelque chose de secret, va-t-il rester secret très longtemps? Ça, c'est une première chose. Ensuite, j'attire votre attention que tout ceci, tel que je l'exprime maintenant, est une conception un peu floue, celle du secret, mais que ça a été éclairci par la Commission européenne en particulier, avec un décret qui est sorti en 2016 et qui dit grosso modo deux choses. C'est que ce que l'on appelle précisément dans ce cas-là le secret d'affaires est protégé, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre illicitement le secret d'affaires à une autre entreprise et s'en servir, mais encore faut-il que le secret d'affaires respecte un certain nombre de choses, et que, entre autres, l'entreprise qui s'en prévaut a mis en place un certain nombre d'organisations et de structures qui visent justement à protéger ce qu'elle entend être secret. D'accord ? Il ne faut pas commencer à hurler en disant « oui, mais on m'a piqué mon secret », si on en parle tous les 2 jours à la télévision, si tous vos collaborateurs, une fois qu'ils sortent le soir, en parlent dans leur cercle d'amis, etc. Ça ne marche pas. Donc, de façon pratique, qu'est-ce qu'il faut avoir fait pour pouvoir se prévaloir de choses secrètes? Il faut avoir démontré que l'on a mis en place des systèmes qui visent à maintenir le secret. C'est-à-dire, entre autres, on a fait signer à chaque collaborateur une charte indiquant qu'il ne doit pas parler d'un certain nombre de choses. Pareil pour les fournisseurs, les sous-traitants, qui seraient amenés d'une façon ou d'une autre à partager votre secret. Il faut avoir, si vos informations sont détenues sur un système informatique, avoir montré que vous avez pris un minimum de précautions pour pas qu'on puisse venir vous pirater les informations sur un système informatique. Je veux dire, si ce que vous considérez, vous, comme secret est quasiment en accès libre sur votre site internet, vous ne pourrez pas vous prévaloir du secret après. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, on est dans le cadre d'une règle européenne qui s'applique relativement bien dans le cadre de l'Europe. Son extension en dehors de l'Europe est sujette à caution. Hein. On n'a pas eu beaucoup, jusqu'à présent, à ma connaissance, beaucoup de cas où des entreprises se sont disputées devant les tribunaux sur cette notion de secret, tout au moins en dehors de l'Union européenne. Donc, tous ces éléments-là sont à prendre en considération. Et le premier d'entre eux que je vais vous citer, quelque chose de secret, même si vous prenez toutes les précautions dont on a parlé et l'autre, va-t-il le rester bien longtemps? C'est une question à se poser. Et deuxièmement, y a-t-il nécessité à garder un secret ad vitam aeternam? Par exemple, je ne me rappelle plus, mais je crois que ce n'est pas la formule du Coca-Cola ou formule chimique du Coca-Cola qui est censée être secrète. Franchement, je ne crois pas qu'elle ait un quelconque secret pour tous les fabricants de spiritueux et les gens qui sont dans cette industrie dans la planète. À part le secret, l'autre moyen, donc, c'est la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'est un domaine qui est un peu aride et donc que l'on ne va faire qu'effleurer. Et je voudrais simplement ici vous donner quelques notions pour que vous puissiez acquérir les certains nombres de réflexes qui peuvent s'avérer salutaires pour vous dans votre vie prochaine. D'abord, qu'est-ce que c'est la propriété intellectuelle?
Vous allez trouver la définition qui est là, vous la trouverez sur le site de l'INPI, hein, il y a le site internet de l'INPI. C'est ce qu'on appelle à la fois la propriété industrielle d'un côté et la propriété littéraire et artistique. Qu'est-ce qui distingue ces deux domaines? La propriété industrielle, on ne va pas regarder tout en détail, on va aujourd'hui s'intéresser à deux aspects de la propriété industrielle qui sont le brevet et la marque. C'est-à-dire le fait que le brevet, vous protégez une invention qui est une invention justement, et la marque, c'est-à-dire que vous entendez protéger une marque déposée par votre entreprise, sachant qu'il y a des domaines, comme par exemple le luxe, où la marque est extrêmement puissante. Hein. Je pense que, je ne sais pas, mais 24 Faubourg, je ne sais plus quelle marque c'est, Hermès, je pense, la marque Hermès et le nom 24 Faubourg sont beaucoup plus importants que la composition chimique du parfum 24 Faubourg que quasiment n'importe qui d'un peu outillé peut arriver à retrouver. Ça d'un côté. De l'autre côté, qu'est-ce que c'est que la propriété littéraire et artistique? Ça recouvre beaucoup de domaines, je vous laisserai les voir. C'est grosso modo, nous on va parler de droit d'auteur. Qu'est-ce qui distingue la propriété industrielle? La chose fondamentale qui distingue la propriété industrielle de la propriété littéraire et artistique, c'est que la propriété littéraire et artistique, vous avez besoin de rien faire pour l'acquérir. C'est-à-dire le droit d'auteur, vous l'avez acquis à partir du moment où vous avez écrit quelque chose. C'est vous qui l'avez écrit, c'est une œuvre originale de votre part, ben vous en êtes l'auteur, et donc vous avez acquis les droits d'auteur qui sont liés à ce que vous avez écrit. Si après ce que vous avez écrit, tout le monde s'en fout, ben c'est bien. Si ça devient le nouveau best-seller international, ça vous rapportera de l'argent. Alors maintenant, il ne faut pas être naïf. Si jamais ce que vous avez écrit, vous en êtes effectivement l'auteur, à partir du moment où personne ne vous conteste cela. Si un jour quelqu'un vient et dit « Ah bah oui, mais c'est pas lui qui l'a écrit, c'est moi », que se passe-t-il? Là est la question. Il vous faudra quand même fournir la preuve que c'est bien vous qui avez écrit ce dont il est question. Donc attention, j'attire. Alors pour ça, il existe des façons de faire, des techniques. On ne va pas regarder ça aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Mais si jamais vous considérez que vous êtes l'auteur de quelque chose qui peut avoir une valeur monétaire, hein, puisque c'est ça qui ressort après, faites attention, c'est pas simplement parce que dans toute bonne foi, c'est vous qui l'avez, qui en êtes l'auteur, que ça vous sera reconnu après. Regardez ce qu'il faut faire pour que vous puissiez jouir de vos droits d'auteur sans qu'un jour quelqu'un vienne vous les contester. De notre côté, la propriété industrielle, pour l'acquérir, il faut en faire la demande. Et c'est ce que l'on va voir tout à l'heure dans les slides d'après, en regardant deux cas particuliers qui intéressent quand même la plupart des entreprises, qui sont le brevet et la marque. Qu'est-ce que c'est que la contrefaçon? Parce que dans votre vie professionnelle, franchement, je doute que vous ne soyez jamais confronté à la contrefaçon. Si ça vous arrive, en tout cas, sachez que vous serez, je pense, vraiment des cas particuliers. Malheureusement, la contrefaçon est aujourd'hui un problème planétaire qui a lieu dans énormément de domaines, hein, et ça m'étonnerait que vous passiez à travers. Donc, de façon très très simple, la contrefaçon, c'est simplement une attaque à votre
propriété intellectuelle. On l'a vu le slide précédent, la propriété intellectuelle, c'est soit la propriété industrielle, donc brevet, marque, etc., soit la propriété littéraire artistique, droit d'auteur. Si quelqu'un vous attaque à contrefaçon, c'est-à-dire qu'il aura utilisé votre propriété intellectuelle sans votre accord. Et ça, en général, tout ça, c'est pas pour la beauté de la chose, c'est pour faire du profit derrière, donc ça vous est préjudiciable. Alors, qu'est-ce qu'on en retire de ça? On en retire, premièrement, que si vous n'avez pas de propriété intellectuelle, on ne peut pas parler de contrefaçon. Déjà, ça peut être d'autres sujets, ça peut être par exemple la concurrence illégale, mais si vous n'avez pas un titre de propriété intellectuelle, ce n'est même pas la peine d'attaquer quelqu'un en contrefaçon. On verra dans les slides d'après que la propriété intellectuelle, en plus de ça, ça s'accorde par pays. D'accord ? Donc vous pouvez très bien avoir un titre de propriété intellectuelle qui est valable en France ou en Roumanie, où vous voulez, mais qui n'est pas valable dans le pays d'à côté. Il faudra donc pour vous organiser votre défense en fonction de vos intérêts. L'avantage de la propriété intellectuelle, c'est que toutes les définitions qui tournent autour et la législation qui tourne autour sont assez largement répandues et partagées dans le monde entier. C'est-à-dire que, grosso modo, quand on parle de propriété industrielle ou de droit d'auteur en France, quand on parle en Chine, on fait référence aux mêmes règles. D'accord ? Vous avez dans slide donc l'office qui s'occupe de ça au niveau mondial, c'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, WIPO en anglais, vous avez le site sur le slide. Vous avez 177 États de la planète qui ont quand même contracté ce qu'on appelle la Convention de Paris et qui règle tout le cas de la propriété industrielle. Et pour la propriété littéraire artistique, c'est la Convention de Berne qui a été ratifiée par également 175 à peu près pays. Tout ça pour environ, grosso modo, 200 pays différents sur la planète. Donc vous voyez quand même que ce sont des notions qui sont très largement partagées. Et ça, c'est quand même un avantage quand on regarde, quand on traite de ces sujets-là, c'est-à-dire que les concepts sont partagés et validés par beaucoup de pays dans la planète. Je vous encourage, lorsque vous arriverez dans les pays dans lesquels vous exercerez vos talents, de vérifier si par hasard il ne ferait pas partie de ces différentes conventions, auquel cas ça vous ferait un petit problème de plus qu'il vous faudrait régler. De façon pratique, quelle heure est-il ? J'accélère encore. Le brevet, c'est quelque chose qui sanctionne une invention que vous avez faite. Donc, il faut qu'il y ait tout un tas de spécificités pour votre brevet qu'il vous faut cocher des cases, mais grosso modo, ça veut dire que vous avez inventé quelque chose. Le brevet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est acquis à un niveau national. D'accord ? Donc, si vous êtes une entreprise française qui fabrique des produits en Argentine pour les vendre au Cameroun, vous ferez l'exercice de savoir où c'est qu'il faut que vous déposiez vos brevets. Et la réponse, pour compliquer les choses, n'est pas unique. On ne va pas en parler plus en détail aujourd'hui. Chaque pays dispose dans son office propre des brevets qui sont adhérents pour la plupart à l'OMPI. Ceux qui n'y sont pas, on n'en parlera pas. Le slide d'après, la façon dont le mécanisme dans lequel on dépose un brevet, en général, vous faites une demande de brevet, si vous êtes une société française, faites-la auprès de l'INPI, c'est-à-dire en France.
Et au bout d'un certain temps, c'est-à-dire grosso modo en France 18 mois, sachez que ce que vous avez déposé comme brevet, ça devient public. D'accord? C'est-à-dire qu'on va publier dans le monde entier, hein, grosso modo, votre demande de brevet qui repose sur quelque chose, dans lequel vous allez décrire ce que vous entendez breveter. Donc, on est vraiment là à l'opposé de ce qu'on parlait tout à l'heure, le secret d'affaires, c'est-à-dire le principe même de déposer un brevet, c'est-à-dire qu'on va publier au monde entier ce sur quoi on demande un brevet. Ça, il faut quand même en être tout à fait conscient. Sachez que le brevet est un petit peu... Quand vous avez un brevet, en général, il est valable 20 ans, il faut payer tous les ans, il est valable 20 ans. Il y a des mécanismes un peu plus simples que le brevet, le slide d'après qu'on va passer vraiment... oui, là... alors non, pardon, restons sur ce slide. Là, ça va vous intéresser, sachant que traditionnellement, une PME française, une entreprise française qui demande un brevet commence par faire sa demande en France, et qu'à partir du moment où vous avez déposé votre demande en France, et c'est ça qui fait foi, d'accord? C'est-à-dire que si aujourd'hui, on est quoi, le 4 octobre, vous faites une demande en France de brevet, un jour ou l'autre, quand il vous sera attribué, il vous sera attribué à partir du 4 octobre. Donc, vous avez 12 mois, c'est-à-dire 1 an, pour faire une demande d'extension internationale de votre brevet. C'est-à-dire, vous avez déposé un brevet en France. Au bout de 12 mois, mais un jour, vous demandez à ce que votre brevet soit également étendu au Cameroun, à l'Argentine ou à je ne sais pas quoi, sachez que vous disposez de les 12 mois supplémentaires, j'allais dire que c'est une préséance, ce n'est pas la préséance, mais vous avez ce délai. Donc ça, c'est un mécanisme assez puissant, il faut que vous y pensiez. Les deux moyens qu'il existe pour contourner la difficulté du brevet, c'est le slide d'après, merci Philippe, c'est le certificat d'utilité. Le certificat d'utilité, c'est un brevet un peu plus simple, qui n'est valable que 10 ans. Attention avec le certificat d'utilité, il n'est, contrairement au brevet, il est loin d'être reconnu partout sur la planète. D'accord? Donc, si vous êtes protégé par un certificat d'utilité, c'est possible, mais sachez qu'il est beaucoup moins reconnu que le brevet dans les différents pays. Et ensuite, vous avez, là, ça intéressera surtout en priori les très petites entreprises, et c'est un dispositif qui est tout neuf puisqu'il a 2 ans, hein, c'est la demande provisoire de brevet. C'est-à-dire que vous pouvez demander provisoirement un brevet en fournissant vraiment un minimum d'informations techniques sur ce que vous voulez breveter, sachant qu'après, vous avez 1 an pour prendre votre décision. C'est-à-dire au bout d'1 an, on vous demandera soit de transformer votre certificat provisoire de brevet en une vraie demande de brevet, en un certificat d'utilité, ou il sera jeté à la poubelle. Ça, c'est un outil qui est assez puissant pour une start-up qui naît aujourd'hui, qui sait à peu près qu'elle est innovante dans un domaine, mais qui ne sait pas encore trop dans lequel et comment en particulier elle peut le commercialiser. J'en viens à la marque. La marque, les principes de la marque sont essentiellement les mêmes que ceux du brevet, c'est-à-dire que vous demandez à ce que vous soit attribuée la possession d'une marque et toute la rétribution qu'on peut avoir derrière. C'est toujours le même principe. Vous faites une demande de dépôt. Au bout d'un moment, cette demande de dépôt est publiée de façon internationale. On demande s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, et si ça se passe bien, vous disposez de la marque. Il y a un certain nombre de différences entre les marques et les brevets. La marque, vous êtes protégé pendant 10 ans. Vous payez une seule fois, vous n'avez pas besoin de repayer ensuite chaque année. Et au niveau européen,
le gros avantage de la marque par rapport au brevet, c'est qu'il existe un système de marque européenne, c'est-à-dire vous pouvez déposer votre marque une fois pour toutes au niveau de toute l'Europe. Et quand je dis toute l'Europe, c'est la communauté économique européenne.